Bonjour à tous. Je crois que les 5 minutes d'attente étant écoulées, nous pouvons débuter cette conférence. Et peut-être pour débuter, 2 points d'observation et une question. Le premier point d'observation, c'est que le cadre international des objectifs du millénaire, finalement, a posé 2 éléments très intéressants. Le premier, c'est alors que les objectifs du millénaire, étaient en 2000 très orientés du nord vers le sud. Les objectifs de développement durable sont, eux, ensemble pour trouver des réponses aux enjeux de société. Et le deuxième élément caractéristique de ces objectifs du développement durable est qu'il ne vous aura pas échappé que le 17e objectif est un objectif de moyens, c'est-à-dire les partenariats pour répondre ensemble à ces enjeux collectifs. Le deuxième point d'observation, c'est la France. Et il est intéressant de constater que, selon l'Observatoire des partenariats, 76% des maires en France considèrent que leur territoire est entré dans une dynamique de co-construction, à la fois pour réduire les fragilités et pour inventer de nouveaux moteurs de croissance et d'emploi. Mais tout aussi intéressant de constater que 46% d'entre eux ne savent pas encore, dans ce mouvement émergent, comment ils vont pouvoir faire et finalement, quelle est exactement la place de chacun dans ce mouvement de co-construction. Alors, c'est dire combien se posait dans cette évolution, se posait la question de la place de l'entreprise, et plus particulièrement, est-ce que l'engagement sociétal, n'est-ce pas un nouveau levier de performance et particulièrement pertinent ? Pour en débattre aujourd'hui, à mes côtés, j'ai le plaisir d'avoir Muriel Barnéou, qui est directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste, d'avoir Hugues Sibyl, entre autres président du labo de l'ESS, d'avoir Jérôme Auriac, directeur associé de Greenflex, Rémi Roux, cofondateur d'Équitable, et Xavier Gallio, qui est directeur du développement durable du groupe Essilor. Et je suis très heureux, en tant que président fondateur du Rameau, d'avoir à animer cette table ronde. Il est très intéressant de pouvoir, sur un tel débat, avoir une véritable interactivité, et elle nous est offerte aujourd'hui grâce à la logistique de bicast.com/produrable, où vous allez pouvoir poser, non seulement répondre à des questions qu'on va vous poser, mais aussi pouvoir par vous-même poser un certain nombre de questions, et les 3 qui ont été le plus likés pourront être partagés tous ensemble en fin de cette table ronde. Mais d'abord, partageons les 3 questions auxquelles vous êtes invités à répondre. La première, c'est finalement qu'évoque pour vous le terme de co-construction du point de vue de l'entreprise. Co-construction, un terme qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui. Selon vous, pour une entreprise, qu'est-ce que cela signifie ? Deuxième question, avez-vous vous-même mis en place une démarche partenariale dans l'organisation dans laquelle vous êtes ? Et si oui, est-ce que cette démarche a été difficile ? Et troisième question, selon vous, quel est le pourcentage de maires en France qui considèrent que leur territoire est entré dans une dynamique de co-construction à 16%, 56% ou 76%? Déjà, ceux d'entre vous qui ont été les plus attentifs peuvent répondre à cette dernière question. Enfin, pour ceux qui souhaitent partager plus largement les fruits de cette table ronde, vous pouvez sur Twitter, avec les hashtags ProDurable, hashtag co-construction et hashtag RSE, pouvoir faire partager tous ceux qui n'ont pas pu être dans cette salle. Et je salue au passage ceux qui sont dans la salle d'à côté, qui ne sont pas parmi nous, mais auxquels on pense très fortement. Alors, avant de pouvoir partager les réponses à vos propres questions, je vous propose que nous ayons un premier tour de table avec les 5 intervenants pour avoir un peu leur conviction sur ce sujet qui est extrêmement émergent, extrêmement important aujourd'hui. Et peut-être de commencer avec vous, Hugues Sibyl, sur le lien entre l'engagement sociétal et la performance des entreprises. Et notamment en prenant par le prisme entre les partenariats, entre les associations, les structures d'intérêt général et les entreprises, parce que c'est peut-être un des phénomènes qui peut déceler le plus comment ces relations ont évolué. Et est-ce que vous pourriez nous dire, ces 30 dernières années, finalement,
Quel a été ce cheminement? Est-ce que ça a été un long fleuve tranquille? 30 années en 5 minutes à peine. Bon, d'abord, très heureux d'être ici. En fait, le sujet qui nous rassemble cet après-midi, un livre que Charles Benoît a sorti, j'aime bien le titre, ça s'appelle « Vers la fin des arrogances ». En fait, la question qui nous est posée, c'est, au fond, pendant des années, l'État a considéré qu'il avait le monopole de l'intérêt général. C'est fini. Moi, je souhaite qu'il en reste le garant, mais il n'a plus le monopole. Et nous sommes, nous, associations, nous, entreprises, nous, collectivités, nous, citoyens, nous sommes des acteurs de l'intérêt général. Et donc, l'enjeu qui est devant nous, c'est d'avoir le moins de murs possible et le plus possible de ponts pour pouvoir travailler ensemble. Alors, Charles Benoît l'a dit, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Moi, j'ai traversé ces époques-là. Je me suis senti à certains moments assez seul, quelquefois même un peu, disons, attaqué. Je prends un exemple. J'avais créé à la fin des années 90 un programme qui s'appelait le programme Léa, Liaison Association-Entreprise, Liaison Entreprise-Association, pardon. Et ce programme n'a pas du tout marché parce que c'était trop tôt et que cette idée de travailler ensemble, association-entreprise, ne marchait pas. Les gens n'étaient pas prêts. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe, c'est que je pense que les gens sont prêts. Alors, je dis à l'âge 3 périodes pour peut-être mettre quelques points de repère. La première période, c'est les années 80-90. En fait, donc là, il y a quand même 2 ruptures que je voudrais signaler parce qu'à mon avis, elles sont quelque part aujourd'hui dans le paysage. On avait donc au fond sur l'État donc était là très présent, monopole de l'intérêt général, et sur les questions de développement économique, il y avait un couple État-grande entreprise, par exemple, qui régulait l'aménagement du territoire. Moi, j'ai vécu cette période-là. La Datar, depuis Paris, avec des grands groupes industriels, disait on va localiser tant de milliers d'emplois en Bretagne. Fin de ça, fin du couple État-grand groupe et émergence d'un deuxième couple qui est fondamental pour le sujet dont on parle aujourd'hui, qui est le couple collectivité locale PME. Décentralisation, donc l'État décentralise ses pouvoirs, les collectivités locales montent en compétences et en puissance, et cette vision française de l'entreprise très les grands groupes, la PME émerge comme étant le lieu où on crée les emplois. À cette époque-là, les grands groupes en suppriment sur le territoire français. Il y a d'ailleurs toute une série de sociétés de conversion de ces groupes qui va se mettre en place et qui va travailler sur le développement local. Et c'est un premier moment, ces sociétés de conversion, moi j'ai travaillé beaucoup avec eux à l'époque, qui va créer des premiers partenariats entre l'univers des grandes entreprises, l'univers des PME, l'univers des collectivités locales. Donc on a une première période dans laquelle les associations ne sont pas là. Ça commence à bouger sur le plan du développement économique local. On n'est pas sur le développement durable, on est sur la création d'entreprises, sur le développement industriel, on n'est pas sur le développement durable. Deuxième période que je caractérise toujours à la hache, donc je l'avais appelé dans mon papier la tectonique des plaques, c'est-à-dire qu'il y a des univers qui commencent à se rapprocher à cause de la crise du chômage, à cause de la crise des finances publiques. Et donc, par exemple, les associations commencent à regarder les entreprises autrement. Jusqu'ici, elles s'en méfiaient carrément. C'est un monde qu'elles ne connaissent pas. Elles s'en méfient. Elles commencent à s'en rapprocher parce qu'elles se rendent compte que l'État est en train de se retirer. Donc, il faut trouver d'autres partenaires, il faut trouver d'autres financements. Et donc, l'entreprise, il faut commencer à travailler avec elle. Et d'ailleurs, souvent, moi, j'ai vu ça, en fait, des associations qui allaient voir des entreprises comme elles allaient voir l'État en leur disant est-ce que vous avez des subventions à nous donner, mais pas dans une approche partenariale. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? C'est financez-nous. Voilà. Mais ça bouge, donc les associations se déplacent vers les entreprises. Il y a l'émergence de l'entrepreneuriat social qui est un moment très important avec l'arrivée d'Ashoka, les grandes écoles HEC et SEC qui créent des masters sur le sujet parce qu'il y a une culture du coup qui rapproche des mondes, le monde associatif, le monde social et le monde entrepreneurial. On a un vocabulaire qui commence à s'élaborer, on parle de modèle économique, on parle de haut de bilan et donc on se parle. Et puis les entreprises sont rentrées dans l'ère de la RSE, et ça c'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire vous qui êtes ici et qui êtes dans le monde de la RSE, la notion de partie prenante, de stakeholders est fondamentale pour notre sujet de cet après-midi. C'est-à-dire que le dialogue entre les parties prenantes, il ne peut pas y avoir de co-construction sans dialogue entre les parties prenantes. Et donc là, dans cette deuxième époque dont je parle, c'est-à-dire les années 2000, on va dire 90, fin des années 90-2000, eh bien la montée en puissance de la RSE, la montée des stakeholders par rapport aux seuls shareholders, aux seuls actionnaires,
dans le monde de l'entreprise, c'est évidemment une mutation très importante. Je donne deux exemples de ce que j'ai vécu. La création de la fondation FACE, Agir contre l'exclusion, qui a réuni toute une série de grandes entreprises pour agir sur ce sujet-là. La transformation de l'IMS, qui était un lieu de mécénat social, en un véritable acteur de l'engagement sociétal, l'IMS. Donc c'est une période dans laquelle ça s'est passé. Et donc il y a des outils qui se mettent en place. Je vais très vite parce que je n'ai pas le temps, mais par exemple l'épargne salariale solidaire, qui est aujourd'hui fondamentale pour financer l'économie sociale et solidaire, eh bien ça passe par l'entreprise, ça passe par les plans d'épargne entreprise. De même que les clauses sociales, moi je siège au conseil d'orientation de Vinci Insertion Emploi, eh bien là il y a des sujets qui créent des rapprochements tout à fait importants. Troisième étape, celle dans laquelle on est dans les années 2010, qu'on peut appeler l'étape de la co-construction de l'intérêt général. On passe à une notion de co-construction de l'intérêt général. On va voir ensemble ensuite comment on peut définir cette co-construction. Donc la RSE est à maturité. Il y a un esprit d'ouverture qui est beaucoup plus fort du côté du monde associatif, du côté du monde des entreprises et du côté des collectivités territoriales. Au passage, on est passé, avec la montée des collectivités territoriales, à une notion de puissance publique. C'est-à-dire, il n'y a pas que l'État, il y a l'État et d'autres collectivités publiques qui constituent ensemble ce qu'on peut appeler la puissance publique. Donc, dans cette dernière phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je voudrais dire deux choses qui me semblent importantes. C'est l'émergence du territoire comme lieu de cette co-construction, c'est absolument fondamental. Il y a des écrits que j'aime bien de Gaël Giraud qui expliquent qu'au fond, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, il y a une économie nomade qui est l'économie mondialisée, qui est l'économie des grands groupes qui se battent sur des marchés internationaux. Et puis il y a une économie sédentaire qui devient de plus en plus importante, une économie de proximité. Et beaucoup des choses de la co-construction se jouent, de mon point de vue, entre les acteurs pour trouver les articulations et faire que cette économie sédentaire sur les territoires puisse contribuer au développement et à un développement durable. Donc, dans ce cadre de l'émergence du territoire, il faut insister sur les trois acteurs qui sont déjà là, qui sont les collectivités locales, les entreprises et les associations dont j'ai parlé, et dans les entreprises, les PME. Et il faut y rajouter un quatrième acteur qui est le citoyen lui-même. Le citoyen, il est en train de surgir dans le champ du développement de différentes façons. Et évidemment, la révolution digitale et évidemment l'émergence du collaboratif est fondamentale parce qu'on n'est plus des citoyens qui sont isolés les uns des autres, mais par le digital, on peut se connecter les uns les autres. Donc, on peut financer des projets. Par exemple, moi, je m'intéresse beaucoup à la transition énergétique citoyenne. En Allemagne, 51% des projets de l'énergie renouvelable est produite par des projets qui sont financés par les citoyens eux-mêmes en direct. Bon, je vais terminer parce que Charles Benoît me fait signe. Donc, on est dans la troisième époque, celle de la co-construction, et je liste pour la suite 4 défis de cette période-là. Premièrement, avoir une boîte à outils de cette ingénierie du partenariat. C'est-à-dire le partenariat, ça ne se décrète pas, il ne suffit pas de se dire c'est vachement bien le partenariat pour que ça marche. Il y a des méthodes, il faut savoir le travailler, donc il y a une boîte à outils de l'ingénierie. Deuxièmement, il y a des enjeux de gouvernance qui sont des enjeux importants, notamment sur le territoire. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais les pôles territoriaux de coopération économique qui existent montrent qu'il y a des enjeux. Comment on travaille ensemble en termes de gouvernance quand on est entreprise, association, collectivité? Ça marche comment, la prise de décision? Il y a un troisième enjeu qui est l'émergence d'un droit du partenariat. Je crois que c'est d'abord une culture, le partenariat, c'est des pratiques, mais il y a aussi des sujets de droit. Qui sont non négligeables. Il y a des formes d'entreprises qui émergent, les benefit corporations aux États-Unis ou les coopératives d'intérêt collectif en France, qui montrent qu'il y a des sujets juridiques qui sont posés par l'émergence des partenariats. Et enfin, fondamental, j'arrête là-dessus, la mesure de l'impact collectif. On est en train de progresser sur la mesure de l'impact social ou sur la mesure de l'impact environnemental, mais le sujet de la co-construction, c'est qu'il faut se mettre ensemble d'accord pour faire de l'évaluation et de la mesure d'impact. J'ai fini. Merci Hugues. Alors vous êtes toujours tellement passionnant qu'on ne peut pas vous couper, et que ceux qui seraient intéressés, qui n'hésitent surtout pas à regarder le Juris Association du 15 avril 2016, parce qu'il y a un article dans lequel vous donnez cette synthèse tout à fait absolument passionnant pour pouvoir prolonger. Et il n'aura échappé à personne que vous avez demandé à ce qu'on construise moins de murs et qu'on construise moins de murs et plus de ponts, et il n'aura donc échappé à personne que pour construire plus de ponts, il faut des équipes de génie.
l'après-midi. Et donc, je passe tout de suite la parole à Jérôme Auriac, parce que dans ce phénomène en émergence, finalement, il y a à la fois un territoire, l'international, et un domaine, l'environnement, qui ont été peut-être les précurseurs dans cette dynamique de co-construction. Est-ce que, cher Jérôme, vous pouvez nous faire un peu le retour arrière de pourquoi et comment ces deux domaines ont été précurseurs? Merci Charles Benoît, ravi d'être avec vous également cet après-midi. Alors, de la même façon que Sybille l'a signalé, c'est difficile de résumer autant d'informations en si peu de temps. Et je vais plutôt vous livrer un témoignage d'observateurs en fait et de pratiquants. Vous parliez de génie militaire évidemment. Hein. Le pratiquant donc de la boîte à outils à laquelle M. Sybille faisait référence. Et c'est vrai que les questions environnementales ont été, mais ça nous paraît à peu près aujourd'hui relativement intégré, et bien intégré que s'il n'y avait pas eu tout un tas de gens un peu visionnaires et puis aussi activistes, que ce soit des chefs d'entreprise, des ONG, des scientifiques et également des personnalités publiques et politiques, il n'y aurait jamais eu Rio+20. Qui est sans doute la première réunion internationale à parler d'environnement avec un ensemble de personnes qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts, mais qui se donnent une vision, si possible, commune d'un chemin à parcourir. Et finalement, quand on regarde ce qui s'est passé depuis Rio+20, même si ce n'est pas la seule initiative, évidemment, mais c'est celle qui me paraît la plus constructrice de base, intéressante par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui et ce dont on discute dans cette table ronde, c'est que c'est décliné l'idée qu'il était possible, si on n'avait pas forcément les mêmes objectifs, en fait, de faire un bout de chemin ensemble. Un bout de chemin ensemble parce que, et c'est bien le titre et l'intérêt de cette table ronde, on parle de bien commun. Donc, quand on a parlé des questions d'environnement, la communauté scientifique a été appelée à donner un avis. Si on parle du changement ou du dérèglement climatique, il n'y aurait pas aujourd'hui eu autant d'influence sur les pratiques de certains investisseurs dits socialement responsables si le Climate Action Network, qui est un réseau de 250 ONG au niveau européen, n'avait pas ouvert, poussé, parfois cassé quelques portes du monde économique pour faire évoluer les directives européennes sur les questions de quotas de CO2. Donc les collaborations temporaires, elles existent de façon parfois pas très visible, parce que quand je vous parle du Climate Action Network, presque personne ne sait ce que c'est. Le réseau Action Climat en France a un relais, mais on parle de lui que pendant le Grenelle ou quand il y a des discussions type COP21. Mais dans le quotidien et dans la partie fondamentale de ce travail qui est fait par des gens qui sont à la fois des citoyens engagés, des professionnels de la communication, des scientifiques, des entrepreneurs et des personnalités publiques, encore une fois, se font une partie, finalement, des bases sur lesquelles on va réfléchir demain à l'impact de l'entreprise sur l'environnement, à la contribution qu'elle peut avoir à sa restauration ou éventuellement à sa dégradation, etc., etc. Donc, en fait, on crée de la connaissance à plusieurs et on crée éventuellement un chemin politique qui, s'il ne fait pas l'objet d'un consensus, peut faire l'objet d'un compromis. Et c'est peut-être ça le deuxième point auquel je me permettrais d'arriver, c'est que effectivement, les partenariats pour tenter d'en mettre en œuvre un certain nombre depuis une vingtaine d'années, que ce soit au niveau très local ou au niveau international, font appel à une culture qui est finalement beaucoup plus proche de la culture de la diplomatie que de la culture traditionnelle de la collaboration. On a besoin de faire des compromis parce qu'on parle de sujets qui nous dépassent tous, souvent. Quand on parle de l'intérêt général ou du bien commun, il n'est pas toujours facile à déterminer, puis il n'a pas la même valeur ou la même définition exacte où qu'on soit dans le monde et en fonction des conditions sociales et économiques locales. Donc il fait appel à une nécessité de faire évoluer les cultures, et c'est ça l'observation que je ferai essentiellement, c'est que je perçois une évolution des cultures, de la représentation des autres, au sein des organisations que l'on côtoie, que ce soit des grandes organisations environnementales ou de développement, mais également dans les entreprises, et, pour tout dire, un petit peu moins, parce qu'il y a sans doute un effet retard, du côté des collectivités locales.
Après, il y a un autre point sur lequel je pourrais m'attarder, qui est celui de la question de la délégation. Pendant des années, et ça a été bien exprimé juste avant moi, en fait, on a eu tendance, je pense, à déléguer des responsabilités. Autrement dit, une entreprise, via la philanthropie à l'ancienne, donnait de l'argent pour payer une action. La collectivité faisait la même chose, considérant que si ça rentrait dans le cadre des politiques publiques votées par les citoyens, ça suffisait à légitimer l'action en question. On a bien vu, on y a fait allusion ce matin à la première conférence, que ce soit des projets d'infrastructure type aéroportuaire ou autres en France et ailleurs. Ce n'est pas parce qu'une décision publique à un moment donné paraît valable et paraît d'intérêt général qu'elle l'est au moment où elle doit être mise en œuvre. Donc la nécessité, en fait, de ne plus déléguer, mais plutôt de partager les responsabilités et du coup de responsabiliser plus individuellement les acteurs. Et c'est vrai que j'égratigne un tout petit peu les collectivités, mais du côté associatif, et pour être militant ou faire partie d'un certain nombre de ces associations, je le vois aussi et je me le prends aussi pour moi, je pense qu'on a souvent une vision un peu décalée de ce qu'est l'entreprise, ou en tout cas on l'a eu, et on s'est souvent mépris sur les intentions ou sur le cynisme supposé des entreprises à aborder certains sujets d'intérêt général. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours considéré que ça ne concernait pas l'entreprise. Or, aujourd'hui, le fait est qu'on constate tous les jours que faire l'intérêt général ou contribuer à faire de l'intérêt général pour une entreprise, c'est un élément indissociable de sa capacité à opérer aujourd'hui et demain. Et je vais finir par ce mot d'utilité. On l'a évoqué ce matin très rapidement aussi. Je pense que les entreprises sont des acteurs de l'utilité de la même façon que le sont les associations, les collectivités locales, les médias et un tas d'autres parties prenantes et les investisseurs évidemment aussi. Et que c'est sur ce mot, en fait, que se sont retrouvés les fondateurs de Rio+20, un peu fous à l'époque, de dire on va faire quelque chose qui va être utile pour tout le monde et on va le faire ensemble. Donc c'est là-dessus que je terminerai. Je pense qu'on est arrivé dans le moment où il faut réfléchir à tous à l'utilité qu'on peut créer en commun. Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé de l'évolution des cultures et de la représentation qu'on pouvait avoir de l'autre. Daniel Lebègue, qui a une grande action au moment des Grenelles, Grenelle d'abord de l'environnement puis de l'insertion, aime à dire que peut-être la plus grande transformation qui a eu lieu au moment des Grenelles ne sont pas les lois qui ont suivi, mais cette capacité augmentée du dialogue entre acteurs différents. Mais je voudrais juste un mot de plus, parce que lors de la préparation, vous avez insisté sur la notion de filière. C'est-à-dire que là, vous avez beaucoup parlé de la culture et c'est fondamental, mais vous avez aussi, en tant que praticien, mis en valeur le fait que, très concrètement, ça permettait à des acteurs très différents de pouvoir finalement jouer un rôle de filière. Peut-être juste un mot, parce que ça me facilitera la transition pour votre voisin. Oui. Le point sur lequel je m'étais arrêté, c'est vrai que on s'était aperçu il y a quelques années, on avait fait une étude pour le compte de Coordination Sud, qui montrait qu'en fait, plus de la moitié des collaborations entre entreprises, et notamment PME, et organisations de développement de type ONG de développement international, en fait, étaient basées sur la création de filières économiques. Et que c'était un signal sans doute pas nouveau pour les acteurs du développement, mais nouveau pour nous, de considérer qu'en fait, via la philanthropie, on finançait essentiellement de l'économie. Pas au bénéfice direct évidemment des donateurs, mais on est à l'époque dans le début, ou en tout cas l'émergence ou la consolidation du commerce équitable. Et c'était un des points qui me paraissait intéressant, de dire que sur des sujets finalement qui sont relativement simples, pour sortir des gens de la pauvreté ou de la précarité, l'économie est un levier majeur. Et c'est sur ce constat commun, en fait, qu'un certain nombre d'associations qui avaient des capacités que les entreprises n'avaient pas et que les entreprises avaient du capital ou de l'argent que les associations n'avaient pas, en fait, que se sont faites les collaborations. Cette notion d'incapacité ou de capacité était aussi souvent discutée dans les négociations de partenariat. Et là, je rejoins ce qu'a dit M. Sibyl sur le droit, mais sous un autre angle. On assiste aussi de plus en plus à une véritable négociation. C'est pour ça que je parlais de culture plus diplomatique. C'est qu'en fait,
un partenariat, c'est pas juste un chèque, ou une collaboration, c'est pas juste un chèque, et y compris quand on parle de développement de filière, puisqu'en fait, on a des bénéficiaires, on doit mesurer, et on doit, si possible, être en capacité de démontrer qu'on a servi l'intérêt de la personne pour laquelle on a été désigné. Donc le contrat, la négociation permet à la fois de mieux se connaître et en même temps de mieux reporter vis-à-vis de ses bénéficiaires, que ce soit l'entreprise vis-à-vis de ses actionnaires ou que ce soit l'association vis-à-vis des personnes qu'elle sort de la précarité ou qu'elle accompagne à la sortie de la précarité. Alors du coup, juste un petit chiffre aussi, en France, la dernière étude de Recherche et Solidarité vient de donner ces chiffres. 36% des associations sont déjà dans une dynamique partenariale, et vous aurez à la sortie les chiffres de l'Observatoire des partenariats. 37% des entreprises sont elles aussi dans cette dynamique partenariale. Lorsque j'étais très fier, j'allais en juin dernier annoncer ces chiffres à nos amis belges lors des trophées RSE en Belgique. Quelle ne fut pas ma surprise quand une étude est sortie juste après mon intervention où je disais nous avons gagné 10 points de progression dans les coopérations entre associations et entreprises, et que nos amis belges nous ont dit que 87% des entreprises et 88% des associations en Belgique étaient déjà en partenariat, ce qui montre bien que la Belgique est bien le cerveau de la France. Mais pour en revenir à notre logique de filière, Rémi Roux, bien évidemment, on ne peut pas penser filière sans penser à vous. Justement, quelle est votre expérience comme quoi cette coopération est bien au cœur de votre modèle économique et finalement source d'innovation ? Oui, mon voisin Jérôme nous a fait une super transition en parlant des filières de commerce équitable, puisque donc moi je suis un des cofondateurs d'Ethicable. Nous sommes une société spécialisée dans le commerce équitable et les produits bio, et donc le métier c'est de créer des filières. Effectivement, entre, voilà, oui, Hugues Sibyl a montré son livre, moi je vais montrer mes tablettes de chocolat. J'en ai mis partout pour appâter, en fait, pour que mes voisins ensuite puissent acheter. Vous n'auriez pas de minutes supplémentaires. Voilà, bon, moi j'essayais, tant pis. Voilà, donc l'histoire d'une filière de commerce équitable, c'est d'essayer de répartir un peu mieux la valeur ajoutée tout au sein de la filière. Et c'est vrai que au niveau des produits alimentaires, bien souvent, malheureusement, les petits producteurs dans les pays du Sud sont dépendants des prix auxquels on va leur acheter leurs matières premières. Et il y a tout un tas de spéculateurs, d'intermédiaires qui vont prendre une grande part de la valeur ajoutée. Voilà. Et au final, on a des populations paysannes dans les pays du Sud qui vivent très difficilement. Donc, l'idée du commerce équitable, vous avez tous entendu parler, hein, évidemment, ça a été de payer plus justement le travail des producteurs, d'amener une meilleure rémunération, et ça s'accompagne aussi d'une prime de développement, puisque, comme tu le signalais, il y a aussi un projet de développement autour du commerce équitable et une meilleure transparence. Et l'idée après, c'est d'apporter aussi aux consommateurs ici en France, dans les pays du Nord, un produit d'une meilleure qualité, n'est-ce pas ? Et enfin, de façon à ce qu'il en ait pour son argent. Et comme tu le disais, Hugues, le citoyen est devenu aujourd'hui un vrai acteur du développement durable. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, on s'est créé il y a 14 ans. J'ai connu Hugues Sibyl à travers les réseaux des entrepreneurs sociaux. Donc quand on voit le titre de la conférence, engagement sociétal et bien commun, alors voilà, nous on a fait le choix de créer une SCOP. On est une société coopérative, donc c'est un bien commun. C'est une entreprise qui appartient à ses salariés. Voilà, c'est pas une entreprise qui appartient à des financiers extérieurs dont le but est de faire du profit sur l'entreprise. Non, c'est une entreprise classique, hein, on va dire, qui a pour mission de vendre des produits d'e-commerce équitables, d'amener des meilleurs produits plus transparents aux consommateurs et une meilleure rémunération aux petits producteurs. Mais voilà, c'est une entreprise qu'on ne peut pas revendre. Et donc, dans cette idée-là, je crois que les structures de l'économie sociale et solidaire, comme les associations, font vraiment partie du bien commun. Alors ensuite, nous, dans nos partenariats avec d'autres entreprises classiques, en fait, on n'est pas du tout, enfin, comme on n'est pas une association, on n'est pas à la recherche de financement. En fait, on a des relations qui sont tout à fait communes. C'est-à-dire que nos principaux partenaires sont la grande distribution et on a des rapports clients-fournisseurs. Donc nous, on est un de leurs fournisseurs et eux, ce sont nos clients. Voilà. Donc on a des rapports qui sont tout à fait classiques. Mais il y a quand même des choses en plus qui sont qu'on apporte chacun quelque chose à l'autre.
C'est-à-dire que nous, quand on a créé Etikab, si on n'aurait pas pu ouvrir des centaines et des centaines de boutiques pour vendre nos produits, on n'aurait jamais eu les financements. Donc en fait, on utilise, nous, la grande distribution, les supermarchés pour vendre nos produits. Puisqu'aujourd'hui en France, il y a un peu plus de 5000 supermarchés qui ont une gamme de produits Etikab. Et en même temps, eux nous utilisent aussi pour leur image et puis pour leur métier premier qui est, en tant qu'épicier, de répondre à la demande des consommateurs. Et il y a effectivement des consommateurs, des consommateurs, enfin des citoyens responsables qui demandent et qui achètent après des produits bio, des produits issus du commerce équitable, et ils doivent répondre à cette demande. Et donc, nous, on leur amène ça. Le fait en plus qu'on soit une société coopérative agréée entreprise solidaire, ça leur amène un petit peu plus en image, mais en même temps, nous, ça nous a permis de nous développer très vite, puisque aujourd'hui, au bout de 14 ans, voilà, on distribue aujourd'hui plus de 14 millions de produits en France chaque année. Il y a eu des développements avec Etikab Benelux qui s'est créé en Europe, Etikab Deutschland, un développement avec une coopérative aussi en Espagne. Et je crois que tout ça, c'est dans l'intérêt des producteurs dans les pays du Sud, et puis c'est dans l'intérêt des consommateurs dans les pays du Nord. Voilà. La performance, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que on est obligé, en travaillant en partenariat avec des entreprises, aussi d'être performant. C'est-à-dire que nous, on a été agréé ISO 9001, on est obligé de respecter les règles du commerce, le service, on doit livrer en 2-3 jours les entrepôts de la grande distribution, il ne faut pas avoir de rupture, sinon on va recevoir des pénalités comme les autres entreprises. C'est à nous d'être professionnels, d'être performants. Et quelque part, nous, notre grande fierté, c'est d'avoir réussi à devenir le leader sur notre marché. Leader, comme on dit, dans ces mots tout à fait classiques. Mais on est aujourd'hui la première marque de produits issus du commerce équitable en France, dans un marché qui n'est pas forcément un marché de l'économie sociale et solidaire, puisque c'est la grande distribution. Vous pouvez trouver nos produits au rayon bio. Merci. Juste un point, vous avez, lors de la préparation, vous aviez insisté sur un point qui me semble intéressant, c'est que vous dites, effectivement, vous êtes dans une relation devenue, finalement, client-fournisseur classique, on pourrait dire de droit commun, mais vous insistiez sur le fait qu'au départ, quand vous avez lancé la dynamique, à la fois un côté un peu moins normatif et des conditions un peu plus avantageuses de référencement, vous avez permis, donc une certaine souplesse quand même de vos partenaires de la GMS, au départ, vous avez permis finalement de pouvoir tester votre modèle avant qu'il ne devienne de bien commun. Et ça, c'est aussi un point intéressant, c'est de dire finalement peut-être que dans le temps, cette logique n'est pas tout à fait la même au tout début d'un lancement et après. Et là, je rejoins la question du droit, puisque nous avons publié un travail sur le droit à l'expérimentation partenariale, qui serait une extension du droit à l'expérimentation qui existe aujourd'hui, parce qu'effectivement, on se rend compte très très vite que quand des partenaires de nature très différente coopèrent ensemble, il peut y avoir vraiment des problèmes juridiques qui se confrontent. Mais je voudrais mettre et souligner un autre aspect de votre action, c'est que en revanche, vous êtes aussi très impliqué sur votre territoire, parce que je crois savoir que vous avez contribué à l'émergence d'un jardin de cocagne à Florence. Juste un petit mot sur ça. Oui. Alors on est basé dans le Gers, à Fleurance. C'est la plus belle ville du monde. C'est une petite ville de 6800 habitants. Et il se trouve qu'effectivement, du coup, nous, on est une entreprise classique, en fait, à Fleurance. Et d'ailleurs, il y a la rue qui amène à notre entreprise, qui s'appelle l'Allée du commerce équitable. C'est la seule de France qui a été baptisée comme ça. Et effectivement, nous, aujourd'hui, on a aidé et on a permis la création d'une association d'insertion, un chantier d'insertion qui s'appelle le Jardin de Cocagne. Et c'est vrai, c'est grâce au mouvement des entrepreneurs sociaux où j'ai rencontré d'autres entrepreneurs sociaux qui nous a permis de découvrir ça. Et on s'est dit, nous aussi, il faut qu'on essaime d'autres choses. Et voilà, nous, on se retrouve dans le rôle, dans ce cas-là, d'entreprise classique. Ceux qui ont vu Le Bonheur est dans le pré, il est juste à côté, là. Vous vous souvenez, il y a des scènes pas mal. Alors, juste une petite précision. La plus belle ville en France est bien sûr Reims, et non pas Florence. Mais ça, c'est juste un détail pratique. Mais je ne vais pas lancer le débat. Nous pourrions en avoir pour très longtemps. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit la diversité, déjà, des types de partenariats qui peuvent exister. Et c'est vrai que très souvent, quand on parle des partenariats entre les structures d'intérêt général et les entreprises, on a plutôt tendance à dire d'autres types de partenariats qui sont des partenariats
soit plus orienté sur la solidarité, comme le mécénat, ou plus sur les pratiques responsables dans les cadres de responsabilité sociétale d'entreprise. Mais ce qui est intéressant dans votre cas, c'est qu'on est vraiment dans des logiques d'innovation aussi, c'est-à-dire de permettre l'innovation. Et je tiens à souligner quand même que 81% de nos chefs d'entreprise considèrent aujourd'hui que s'il est important de rentrer dans une dynamique partenariale avec des structures d'intérêt général, c'est justement pour des raisons d'innovation et inventer ensemble, en proximité finalement avec leur territoire, des solutions qui répondent aux besoins du territoire. Et ça m'amène tout naturellement vers vous, Michel Galliot, parce que le groupe Essilor, s'il y a bien un groupe qui est connu pour avoir mis l'engagement sociétal au cœur de son projet d'entreprise, c'est bien vous. Et avec l'avantage finalement d'avoir une double vision, à la fois sur les pays du Nord et les pays du Sud, et avec une ambition, je reprends mon papier pour être certain de ne pas me tromper, parce que c'est quand même, à horizon 2020, 50 millions de personnes dans le monde à qui vous souhaitez pouvoir donner accès à des solutions d'optique et qui aujourd'hui n'en ont pas accès. Quand on parle de véritable ambition au cœur du projet d'entreprise, on voit bien qu'on est là, effectivement, dans cette dynamique-là. Pourquoi avoir fait finalement de cet engagement, de ce bien commun, le cœur de votre projet? Et puis finalement, quelle peut être la différence dans cette question et des besoins au nord et au sud? Oui, merci d'abord, merci de nous avoir invités. Quand Aïcha Mogdaï et moi-même on a reçu cette invitation sur les partenariats, ça a tout de suite fait écho à l'ADN du groupe Essilor. C'est-à-dire que le groupe Essilor, c'est 170 ans, donc c'est le leader mondial de l'optique, ça fait 170 ans qu'on existe. Et aujourd'hui, on a 330 filiales dans le monde. Donc 330 filiales, c'est principalement des sociétés qui ne portent pas le nom d'Essilor, sont des partenaires. Parfois, on a 100% de cette filiale, parfois 30%, c'est des joint ventures. Donc la logique de partenariat, dans le monde des affaires, dans notre croissance, était importante. Et on a utilisé cette logique, cet ADN du partenariat, pour déployer notre mission, puisque le groupe a une mission, c'est améliorer la vue pour améliorer la vie. Et cette mission va driver toute la stratégie du groupe. Donc ça veut dire qu'on ne va pas uniquement travailler sur des marchés matures et solvables, on va aussi développer des organisations en interne, des structures, qui vont toucher l'ensemble des 7,2 milliards de personnes qui, aujourd'hui, ont des besoins de protection, de prévention et de précaution de leur vision. Pour ça, on a créé une structure qui s'appelle la mission entreprise. La mission entreprise, son rôle, c'est de développer des activités de philanthropie ou de l'inclusive business pour servir 2,5 milliards de personnes qui ont un problème de correction visuelle dans le monde. Donc on parlait de l'ambition à 2020 de 50 millions de nouveaux porteurs. On sait malheureusement que ce n'est pas assez. On en a une deuxième que l'on commence à communiquer, c'est 500 millions de nouveaux porteurs. Donc on veut, avec nos structures, toucher 500 millions de nouveaux porteurs d'ici 2030. Parce que pour nous, cette mission, elle est importante, parce que le mal-voir, la correction visuelle, c'est une perte de productivité. Donc j'invite tout le monde dans cette salle qui a des lunettes à les enlever. Vous allez voir un peu la perte de productivité que vous allez avoir en 1 seconde. Voilà. Donc il y a vraiment une perte de productivité. Vous imaginez, là chez nous, on peut en plaisanter, mais dans les pays en voie de développement, pour avoir accès au travail, c'est vraiment une contrainte. La mauvaise vision, c'est aussi le décrochage scolaire. Je vais revenir sur des exemples. C'est aussi les accidents de la route, etc. Donc, notre rôle, en équipant plus de personnes qui ont des problèmes de vision, c'est vraiment améliorer la vie. Et c'est vraiment ça qui drive le business. Je reviens sur l'organisation en fait, de cette division mission d'entreprise. Il y a une équipe qui va s'occuper de la sensibilisation du mal-voir. Et souvent, on oublie cette problématique-là. Une équipe qui va travailler sur les populations en précarité, sur la philanthropie, et toute une équipe sur l'inclusive business. Pour la philanthropie, on a créé le fonds Vision for Life, donc 30 millions d'euros d'ici 2020 vont être alloués à des projets philanthropiques dans le monde. 2 exemples. Un, en France, on a lancé avec le ministère de l'Éducation nationale et l'Académie de Paris un programme pour former les docteurs et les infirmières à la problématique du mal-voir. Aujourd'hui, juste en France, il y a 5 millions de personnes qui n'ont pas accès à des soins de santé visuelle. Et il y a 1 million d'enfants sur ces 5 millions, donc 1 million d'enfants qui n'ont pas accès à ces soins de santé visuelle. Donc on a mis en place
un ensemble de partenaires, ministères. On travaille aussi avec le SAMU social, le Secours populaire, le centre de soins Rothschild et la PHP. Et on a formé récemment 600 infirmières et médecins à comment dépister rapidement, facilement, le mal-voir dans les écoles. Et après, on a toute une structure pour accueillir les personnes et les enfants qui ne peuvent pas avoir accès aux soins. Un autre exemple, c'est en Éthiopie. Donc là, en Éthiopie, on a fait un partenariat avec une ONG qui était implantée depuis 12 ans, dont je reviendrai un peu sur les facteurs clés de succès, les différences nord-sud, où là, en 2 ans, on a pu donner accès et screener plus de 100 000 personnes qui, encore une fois, vont pouvoir avoir accès à une vision de qualité et donc gagner en productivité, en acceptation de soi. On parlait de l'impact, l'évaluation de l'impact. L'impact, on a fait des études d'impact et c'est assez exceptionnel. L'accès à l'emploi, l'emploi des femmes, etc. C'est vraiment extraordinaire ce que l'on est en capacité de faire. Dernier exemple, c'est dans l'inclusive business. Donc là, on a développé sur 3 pays, notamment en Inde, ce qu'on appelle le concept des Eye Mitra. Donc, c'est-à-dire les amis des yeux. Ce sont des petites boutiques, ce sont des opticiens qui vont donner un premier niveau de screening, de diagnostic, et qui vont pouvoir vendre on the spot des lunettes à des populations qui sont vraiment dans des zones extrêmement éloignées des centres, des grandes agglomérations. Alors, je rebondis sur votre analyse, votre commentaire sur la notion d'éco-nomade, l'économie nomade et l'éco-sédentaire. Et par rapport à notre organisation et notre gamme de produits, on peut être autant dans les deux, mais notamment dans l'économie sédentaire, puisque on va prendre des personnes dans les villages, on va les former pendant 1 an. Donc là, on a signé un partenariat avec 3 organismes de fondation en Inde. On finance tout, c'est-à-dire la formation de cette personne qui peut être une femme qui n'a pas d'emploi ou une personne qui est dans les champs, va devenir un petit opticien et va ouvrir sa boutique dans un village. Ça, c'est le 3e exemple. Pour conclure, parce que c'était un peu votre question, c'était de savoir c'était quoi les différences entre le Nord et le Sud. Je dirais que dans les pays matures, toutes les structures sont présentes. La problématique, elle est plus de prendre conscience que les problèmes de vision ont un impact phénoménal et des conséquences phénoménales. Et il faut mettre les parties prenantes autour de la table pour qu'il y ait cette prise de conscience. Et après, comme on le voit sur le programme avec le ministère de l'Éducation nationale, ou sur les premiers pilotes au niveau de 2 collèges dans la région parisienne, où après on va suivre pendant plusieurs années les étudiants qui auront été équipés, etc. Ça va très vite dans l'exécution. Si on regarde le partenariat à l'étranger, dans les pays en voie de développement, la problématique, c'est déjà de comprendre l'écosystème santé du pays, la place de la vision des gouvernements, des structures existantes. Ensuite, il faut choisir le bon partenaire. Alors, le bon partenaire, c'est un partenaire solide en termes d'organisation et de logistique, mais c'est aussi un partenaire, je dirais, qui partage les mêmes valeurs que le groupe Essilor, c'est-à-dire un partenaire éthique. Et après, on va être plus dans un suivi rigoureux. Et là, il y a aussi ces notions de contrats qui sont importants. On signe des contrats qui ne sont pas des contrats commerciaux, qui sont un peu des contrats hybrides, mais qui sont nécessaires pour cet engagement-là. Voilà pour... Merci beaucoup à la fois de montrer finalement l'ampleur d'un projet d'entreprise comme le vôtre et puis finalement de montrer à quel point il s'appuie sur des alliances et que ces alliances doivent être complètement adaptées finalement en fonction du territoire. On ne fait pas d'un territoire à l'autre la même chose. Alors, il y a un point sur lequel vous êtes battu à plate couture. C'est que vous nous avez dit 170 ans. Mais à côté de Louis IX ou Louis XI, de Louis XI, finalement, c'est une entreprise très jeune, puisque La Poste, effectivement fondée par Louis XI, Muriel Barnéou, finalement, cette question de l'ancrage et de la spécificité territoriale, c'est quand même une de vos spécificités. Vous avez même une mission d'intérêt général autour du maillage territorial. Et finalement, cette capacité de créer très concrètement en territoire des alliances est sans doute une des caractéristiques des 17 000 points de contact de La Poste. C'est vrai qu'on a 500 ans d'histoire. C'est un peu lourd à porter, 500 ans d'histoire. C'est lourd à porter parce que ça crée aussi beaucoup de fantasmes. Ça crée un lourd héritage. Et cet héritage, c'est à la fois une force, mais aussi parfois une faiblesse.
pour nous, parce que trop d'amour fait aussi le surtout ne changer rien. Et c'est un de nos sujets, en interne comme en externe. Mais bon, c'est un très long sujet et j'y reviendrai si vous avez des questions là-dessus. Oui, c'est vrai que le territoire, hein, c'est une histoire postale depuis très longtemps, mais je trouvais, si vous me permettez ce point, Monsieur Sibylle, votre lecture finalement de ces grandes périodes comme très éclairante de ce qu'a vécu la Poste et de ce que l'on a vécu. Et on a commencé par une mission d'intérêt général, un peu façon Datar, quoi, hein, c'est-à-dire la chose très régulée, très imposée, très surveillée, hein, avec des choses comme ne pas être à moins de 95, enfin que la population française ne soit pas isolée d'une offre postale à plus de 5% ou à plus de 20 minutes d'un point de contact avec la Poste, avec un fonds de péréquation qui nous permet d'assurer cette mission-là, une surveillance et un observatoire de cette présence, et des commissions locales, c'est un nom assez barbare, des CDPPT, des commissions locales qui sont là pour surveiller tout ça. Et tout ça, ça fait quelque chose qui, au fond, devient beaucoup plus une contrainte qu'un élément d'énergie et qu'un élément énergisant. Et on sort aujourd'hui de cette période-là avec l'idée de « Ah non, s'il vous plaît, pas de la régulation en plus, de grâce, c'est déjà tellement compliqué comme ça ». Ce qui, lorsqu'on se penche sur le territoire avec nous, pourquoi faire et comment, et moi je suis une praticienne très humble hein, de tout ce que vous pouvez théoriser ou voir, commence par, pour nous, un grand renoncement. Le grand renoncement, il vient de cet acteur du service public et donc du coup de l'unité au sens de un seul et unique modèle imposé partout. Hein. Ce qui a fondé un acteur comme nous, c'est fabriquer l'unité territoriale et la fabriquer d'une manière totalement homogène et identique. Hein, c'est un peu, moi souvent je ris de ça, mais c'est que vous soyez riche ou pauvre, vous ferez la queue comme tout le monde. Hein, voilà. C'est très fondateur, c'est très fort, mais au bout d'un moment, ça ne crée plus de valeur. Parce qu'on arrive sur ces territoires avec un modèle unique, et un modèle unique qui ne sait pas jongler avec les spécificités et qui est une contrainte tel qu'il est régulé et imposé. Alors on a commencé, et c'est ce qu'ont fait les postiers est assez remarquable. Moi, je n'étais pas sur ces sujets-là personnellement, et je leur rends un immense hommage parce que c'était une très grosse mutation dans le témoignage de ce qu'on peut faire. On a commencé à inventer de nouveaux modèles de présence territoriale, accompagnés là-dessus par les collectivités locales hein, qui ont joué le jeu. Et on est passé aujourd'hui d'un modèle unique du bureau qu'on appelait de plein exercice avec toutes ces gammes partout où que ce soit, à plus de 8, voire même 20 modèles différents aujourd'hui, totalement ancrés dans les besoins du territoire tels qu'ils sont exprimés par nos collectivités territoriales, partenaires, et tels qu'ils sont vécus, perçus et décodés par les postiers eux-mêmes. Alors ça va de choses comme les relais postes, vous voyez peut-être ces logos hein, dans les villes ou dans les villages, jusqu'à des agences postales communales qui sont des lieux dans lesquels on va être hébergé dans une commune et où, au final, on crée beaucoup plus de valeur ensemble que nous tout seuls. Vous avez des amplitudes horaires qui n'ont rien à voir avec ce qu'on était capable de faire dans un bureau de plein exercice, puisqu'en fait, vous êtes embarqué, par exemple, dans l'épicerie ou vous êtes embarqué dans les horaires de la mairie. Vous avez une fréquentation qui n'a rien à voir avec ce qu'elle pouvait être quand vous étiez seul au monde, bureau de poste. Et puis, vous avez une largeur de gamme lorsque vous allez sur un de ces points qui n'a aussi rien à voir avec ce que vous faites quand vous êtes, vous, unique et seul sur un territoire. Donc vous pourrez me dire, c'est pas mal. D'ailleurs, on a primé peut-être un futur modèle ce matin qui s'appelle le comptoir campagnard avec un programme qui s'appelle les élanceurs.
Et on a encore beaucoup de choses à inventer. Mais quand on a fait ça, finalement, on s'est projeté, nous, sur un territoire, et on n'a pas cherché la maïeutique de l'innovation avec le territoire. Hein. On est dans, nous, comment est-ce qu'on s'adapte le mieux possible, mais c'est nous pour nous-mêmes. Et on a commencé une autre étape qui rejoint aussi cette histoire de trouver un cadre. Et ça, c'est très important lorsque vous êtes un acteur, une entreprise /nationale, pour pouvoir vous accoster avec cet écosystème territorial. C'est celui des accords de recherche et développement. Quand vous voulez acheter, quand vous voulez travailler avec un autre acteur d'un autre monde, que ce soit une association, que ce soit une collectivité, arrive tout un corpus de règles, que ce soit le code des marchés publics, que ce soit le code du commerce, tout un corpus de règles qui n'est pas fait, parce que c'est comme ça qu'a été fabriqué cet univers-là, qui date d'avant Louis XI pour une part, hein, de plus de 500 ans d'histoire, qui n'est pas fait pour créer, pour permettre l'innovation, la prise de risque et l'invention. Hein. On tombe sur des choses qui sont des choses très codées, très cadrées. Et ce qui a été pour nous un élément majeur de la bascule, ce sont les accords de R&D, de recherche et développement, qu'on a pu commencer à passer en 2016 avec d'autres acteurs que nous, donc des collectivités notamment. Et on a 2 prototypes. Là, je commence à faire un peu d'articles pour la maison. 2 prototypes qui marchent très très bien. Une offre qui s'appelle Action Habitat. Action Habitat, c'est en fait un service qu'on met à disposition des collectivités qui va permettre d'aller qualifier dans les maisons les gens, les citoyens qui sont éligibles à de la rénovation et notamment de la rénovation énergétique. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a de gros programmes de rénovation énergétique pour arrêter nos passoires thermiques, hein, nos maisons, mais qui sont très peu connus, très peu mis en main, très peu qualifiés. Et nous, on a quelque chose d'assez génial pour pouvoir faire ça. Ça s'appelle les facteurs. Les facteurs qui vont partout, à qui on ouvre les portes, qui gèrent les choses en toute confidentialité et confiance, et qui aujourd'hui vont, à la demande de certaines collectivités, qualifier l'état des habitations et permettent à leurs habitants d'accéder et de monter des dossiers auxquels ils ne savaient pas qu'ils avaient potentiellement droit. Et puis on a une autre offre qui est en devenir, qui s'appelle Climat et Territoire, qui est aussi très intéressante. Elle qui tourne plutôt autour de la forêt, de la reforestation, de la protection de l'eau. Et je passerai très vite là-dessus, si vous voulez que j'y revienne, j'y reviendrai. Mais qui relève de la même chose, notamment avec la Banque Postale, de cette idée de innovons ensemble. Mais quand on a fait ça, on n'a pas encore fini. On est, pour moi, et c'est le défi que je souhaite relever avec mes équipes et avec La Poste, on n'a pas encore répondu à la grande question que vous posiez, messieurs, qui est celle de l'utilité. On est dans cette progression de « je passe d'un modèle unique qui régule et qui dessine à un modèle qui un peu plus respecte et innove », mais on n'a pas relevé cette grande question de, au fond, à quoi je sers. On a fait un test sur l'année 2016, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, qui s'appelle l'Alliance Dynamique, qui est une démarche que l'on a lancée auprès des associations, avec l'idée de voir comment ce dont on disposait en tant que poste, qui est assez conséquent, qu'on parle de nos sites, qu'on parle de notre marque, que l'on parle de notre puissance d'achat, comment tous ces actifs-là pouvaient servir à d'autres acteurs que nous et être utiles. Et je pense que, je suis très humble et très franche avec vous, je pense qu'on a encore pris ça, c'est une très bonne démarche, c'est une très bonne idée, mais on l'a encore pris toujours avec nos histoires de pris d'en haut et vu d'en haut, et pas assez ancré sur le territoire, et pas assez maillotché, et maillotché intelligemment avec le territoire. C'est un des sujets que nous allons avoir à porter dans les années qui viennent. Sur cette utilité, si vous me permettez, Charles Benoît, pardon, je sors, moi, de 7 ans de digital. Je crois, là je parle beaucoup plus de ce que je crois que ce que je sais,
Je crois que les entreprises et les organisations qui survivront à ce qu'on est en train de vivre et à cet accouchement de nouveaux siècles qu'on est en train de faire accoucher, ce sont celles qui auront répondu à la question de « au fond, je sers à quoi ?» Et dans le « au fond, je sers à quoi ?» ça ne s'entend pas que je maintiens ma marge, je maintiens ma part de marché, ce qui est déjà très important. Ça s'entend de ce que j'apporte à la société, quelle que soit la taille de cette société, ma collectivité, mon pays, ou plus que ça, qu'est-ce que j'apporte à cette société et en quoi je la fais progresser. C'est ça qui, pour moi, est l'énorme défi qui est devant nous, entreprises de 500 ans d'histoire, mais même celles qui ont un peu moins de 500 ans d'histoire. Merci beaucoup. Alors, dans nos travaux de recherche, on a eu la chance de pouvoir suivre un peu les travaux de La Poste depuis 2008. Et c'est vraiment intéressant de voir finalement tout ce travail en profondeur. C'est-à-dire ce qui vous caractérise, c'est vraiment ce temps de maturité, ce temps de maturation et aussi cette qualité territoriale. Moi, je me souviens en 2010, lorsqu'on interrogeait les territoires pour savoir quels étaient les acteurs qui pouvaient être finalement à la manœuvre sur cette co-construction territoriale, La Poste est ressortie comme un acteur majeur. Et d'ailleurs, en Poitou-Charentes, aujourd'hui, si le projet Silver Geek est né, c'est bien parce qu'en 2010, La Poste a engagé une dynamique de mettre autour de la table, finalement, l'ensemble des acteurs pour pouvoir réfléchir ensemble sur les enjeux du territoire. Alors, je vous avais promis un temps d'interactivité et notamment autour de 3 questions. Donc nous sommes impatients, tous les 6, de pouvoir savoir finalement quels ont été les résultats de la première question, c'est-à-dire finalement le terme de co-construction, qu'est-ce qu'il évoque pour vous, pour une entreprise? Partenariat, partage, collaboration, collectif, vivre ensemble, intelligence, partie prenante, respect, écosystème. Qui veut réagir à ces mots autour de la table? Là, nous sommes en direct. Partage, donc partenariat, partage, collaboration, les 2 premiers, partie prenante, collectif, intelligence, écosystème, vivre ensemble. Qui veut prendre la parole? Innovation, j'oubliais bien sûr, parce qu'il est dans une couleur un peu moins visible. Allez, Jérôme, je sens que... Oui, évidemment. Tout est dit. Maintenant, il faut facile. Faire. Voilà, maintenant, il faut le faire. C'est-à-dire qu'effectivement, cette réaction à cette question, évidemment, on peut mettre autant de synonymes qu'on veut ou d'évocations derrière. La question principale, c'est comment on passe à l'acte et surtout, pourquoi on le fait. Ça a été évoqué juste avant et je pense qu'on reviendra dans les mois, les années qui viennent, de plus en plus à la question du sens qu'on donne à l'action collective. Et surtout la question suivante, puisqu'on va savoir effectivement qui dans la salle est déjà passé à l'acte. Muriel et après Hugues. Pour moi, dans les 3 mots, collaboration, partenariat, partage, les 3 mots qui sortent le plus, il y a quelque chose que j'aime beaucoup et sur lesquels vous êtes venu tout à l'heure, Jérôme, c'est le « et pas le « ou ». Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important, le « et pas le « ou ». À savoir, une des conditions pour que ça se fasse, il y a « je comprends l'autre ». C'est-à-dire que moi, association, je comprends l'entreprise, et moi, entreprise, je comprends l'association et les acteurs et les parties prenantes qui ne sont pas sur les mêmes tout à fait objectifs et indicateurs que moi. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le monde qui s'annonce et que je crois très puissant, et j'ai une confiance absolue dans nos jeunes et dans ce qu'ils vont porter et ce qu'ils vont faire advenir, c'est le « et pas le « ou ». C'est-à-dire le « ou », il a un côté très exclusif. J'ai raison, c'est moi qui ai raison, c'est mes valeurs qui sont les bonnes. J'ai le privilège du cœur pour faire référence à des choses que les jeunes connaissent peut-être pas, mais qui nous a marqués. Et le « et », c'est juste je te reconnais, je te respecte, je fais avec toi, je comprends tes contraintes, même si parfois je suis pas d'accord avec elles. Et pour moi, c'est ça qui drive un peu la manière dont je vois l'engagement sociétal. C'est « et pas « ou ».
Oui, juste un mot pour dire que là, on est devant une myriade de mots qui sont affichés. Et je crois qu'il faut qu'on fasse attention à la précision des mots et à la précision du sens des mots. Je me souviens, je crois que c'était dans cette salle, lors d'un salon des entrepreneurs où j'ai pendant longtemps agi en faveur de l'entrepreneuriat social, le DRH de Vinci, que je connais bien, qui est un ami, dit Vinci est une entreprise sociale. Il se trouve que j'étais à la place de Charles Benoît, c'est-à-dire c'est moi qui animais le débat, je l'ai arrêté tout de suite. Vous ne pouvez pas dire ça. Si vous dites que Vinci est une entreprise sociale, vous tuez le sens des mots. Ça veut dire que... Alors, on ne sait plus, quoi. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Et j'ai aussi réagi il y a quelques mois sur le thème collaboratif. Économie collaborative, il y avait, par exemple, finalement, le mot économie collaborative et économie coopérative serait la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Les mots ont un sens et il faut y veiller. Par contre, ce qui se dessine derrière ça, qui me semble tout à fait passionnant et qui fait que si, je ne sais pas si vous êtes que moi, mais si certains jours, quand on est dans le monde européen, français d'aujourd'hui, pré-électif, on est relativement déprimé quand on se lève le matin et qu'on écoute la radio. Mais en même temps, quand on voit ça, il y a de l'optimisme. Il y a de l'optimisme. Et une partie de l'optimisme, pour moi, c'est d'inventer des sociétés dans lesquelles la compétition et la concurrence qui ont tout envahi de manière extrêmement forte sont simplement rééquilibrées. Je ne dis pas supprimées, je crois qu'il y a besoin d'avoir des systèmes de concurrence, mais rééquilibrées par le mot coopération. Parce qu'on peut décliner tout ça d'une certaine manière, ça veut dire coopérer, ça veut faire ensemble. Moi, je suis rentré dans une coopérative il y a 40 ans, je suis président de la fondation du Crédit Coopératif, et je me réjouis de voir que le mot coopération est un mot qui retrouve un certain sens. On fait ensemble, et en faisant ensemble, on donne de l'utilité. On voit à quoi on sert, parce qu'on le fait ensemble. Rémi ? Oui, juste pour répondre à la question. Alors, bon, c'est que des mots sympas. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que dans tous ces mots, il n'y a pas un seul mot négatif. Ce sont que des... Donc, quand on pose la question à nous tous, qu'est-ce que c'est pour vous le thème co-construction pour les entreprises ? Il n'y a pas un mot négatif là-dedans. Donc ça, c'est une première chose. Voilà. Sinon, simplement, c'était... Je voulais rebondir sur ce que disait Muriel Barnéou, que j'ai trouvé vraiment bien. C'est... les entreprises doivent se poser la question, au fond, je sers à quoi ? Ça, c'est vraiment bien, parce que je crois que si on a besoin aujourd'hui du développement durable, c'est que notre monde est allé pendant ces 30 dernières années dans une espèce de mur qui était tout pour le profit. À l'époque, la question, il y a 20 ans, c'est je sers à quoi ? C'est à faire du pognon. C'était le but des entreprises. On n'entendait pas autre chose. C'était juste faire du profit pour leurs propriétaires. Et aujourd'hui... Voilà, ce que vous avez dit comme la question, et ça rejoint aussi ce que disait Jérôme, c'est que les entreprises sont des créateurs d'utilité pour le bien commun. C'est exactement ça. Aujourd'hui, une entreprise, c'est pas juste une pompe à fric. C'est un acteur du développement durable de la société, de l'avenir. Voilà. On peut pas continuer à faire du pognon et en polluant la terre, etc., etc. Voilà. Et donc ces questions-là qu'on se pose aujourd'hui dans des endroits, encore plus dans des salons comme ici, c'est quelque chose de vachement important. On sent un virage qu'il y a eu dans la société, comme dans 20 ans, il y a 20 ans, le mot développement durable. On l'entendait pas du tout. Aujourd'hui, on l'entend à toutes les sauces. Non, il faut simplement que la sauce soit une bonne sauce. Et voilà, c'est pour ça qu'on discute. Oui, je partage, Rémi. C'est juste, la sauce doit être une bonne sauce. Et parfois, c'est pas enfin, en tout cas, on peut questionner parfois la sauce. Encore une fois, pour venir de ces univers digitaux, dans le sens à donner, vous avez dans ces univers de très gros acteurs économiques qui, dans le sens qu'ils donnent à leur action, c'est par exemple l'éternité pour l'homme. C'est par exemple éradiquer la maladie de la planète. Il y a des choses contestables ou en tout cas questionnables et il y a des choses qui le sont moins. L'éternité pour l'homme, on sait où ça pousse, jusqu'à quel extrême de transhumanisme et on peut aussi avoir derrière cette utilité, si on met des choses derrière les mots, on peut aussi avoir des choses avec lesquelles on n'est pas en accord. C'est juste pour pas être angélique. Je pense que c'est super. Je pense que cette question du sens, elle est fondamentale. Et il y a de grands acteurs qui donnent un sens que je ne conteste pas à leurs actions, avec lesquelles, pour le coup, on peut aussi être en désaccord. Mais du coup, d'où l'importance de cette co-construction, où justement chacun a un rôle à jouer et où personne ne s'arroge la totalité des points. Alors, je tiens juste à préciser, il y a quand même déjà vu
qui, en refaisant le tour, est quand même un mot un petit peu négatif derrière ça. Simplement, moi, je voudrais juste insister sur ce qu'a dit Hugues sur la question de la sémantique. Pour travailler depuis 10 ans sur cette co-construction du bien commun, alors ça paraît une évidence quand on parle de co-construction du bien commun aujourd'hui, je peux vous dire qu'en 2006, parler de co-construction du bien commun, les gens vous regardaient avec des yeux globuleux, on aurait déjà passé toute la séance à expliquer ce que c'était. Mais surtout, ce qui est important, c'est que la sémantique d'un monde à l'autre n'est pas la même. Et or, on croit qu'en fait, on parle la même langue. Mais il vaudrait mieux parfois avoir une langue un peu différente, parce qu'effectivement, les mots sont pièges. Et en fait, ce que fait découvrir cette co-construction, c'est aussi de revenir à la racine des choses et de faire attention à ce que la sémantique, effectivement, soit la bonne, parce qu'on utilise trop souvent un certain nombre de termes, finalement, qui peuvent être trompeurs. Alors, combien êtes-vous donc dans la salle, j'attends ça depuis tout à l'heure, hein, à avoir mis en place des partenariats? 61%. Eh bien, vous êtes 2 fois plus élevé donc, que la moyenne nationale. Je vous en félicite. Nous nous rapprochons grâce à vous. J'espère que ceux qui sont dans la salle d'à côté partagent ma joie d'être proche des Belges et je m'empresserai d'aller leur dire. 61% d'entre vous ont donc pratiqué et finalement, est-ce que c'était difficile? Eh bien, pas tant que ça. 38%, ça a été difficile, et 61%, pas tant que ça. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table? Donc nous avons le double de la proportion française à avoir mis en place des partenariats, et c'était pas si difficile que ça. J'ai peut-être eu un commentaire, puisque le micro est ouvert. Bon, on a un échantillon qui est quand même pas du tout représentatif. Ah non, non, bien sûr. Il n'y a que des convaincus, donc j'ai envie de dire bien seulement sûr. 60%. Finalement, c'est peu. Vous pouvez faire mieux. Et un commentaire additionnel à ce qui a été dit juste avant, en fait, et qui rejoint cette question de développer ou pas les partenariats. Et c'est pas vrai, on parlait de la construction pour les entreprises, mais je pense que c'est vrai pour la co-construction pour les entreprises, c'est vrai pour tous les acteurs. On a un exercice rhétorique qu'on aime bien faire et qui est un exercice aussi pratique, c'est toujours se poser la question, et si l'organisation que je représente n'existait pas, qu'est-ce que la société a à y perdre? Et ça marche pour une association, ça marche pour une entreprise de la même façon. Et si le projet que je développais n'existait pas, et si le projet que je développe créait des impacts négatifs, que j'ouvre les yeux aussi, même quand je suis un acteur de l'intérêt général, sur la valeur que je peux détruire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots sympathiques dans la co-construction. On met sans doute pas suffisamment en exergue un des éléments qui est l'attention qu'on doit porter systématiquement en fait à la qualité sociale de ce qu'on fait et donc à la mesure équilibrée, certes, des belles actions, des beaux projets, de tout ce qu'on peut créer de positif, mais aussi d'être attentif à ce qu'on détruit sans forcément le savoir. Hugues, vous voulez réagir? Simplement pour ajouter 2 mots, il y en avait déjà beaucoup, mais le mot génération. Encore une fois, moi j'ai vécu toute cette traversée là, pour la partie française, en tout cas de ce que peuvent être ces partenariats d'intérêt général. Je crois qu'il y a un phénomène générationnel qui est en train de se passer et qui est un accélérateur considérable. Ce matin, j'étais à une réunion organisée par WeShare sur les enjeux des gouvernances dans les plateformes collaboratives. Franchement, on voit qu'il y a une approche nouvelle des sujets par les générations qui sont plutôt entre 25 et 45 que entre 45 et mon âge. Deuxième mot, le mot de réciprocité. Moi, ce que j'ai toujours vu à travers les partenariats, si on les fait avec un esprit tourné effectivement vers la reconnaissance de l'autre, qui est la première chose à faire, c'est le mot de réciprocité. Ça veut dire qu'on reçoit autant qu'on donne quand on est partenaire. Et c'est quand même extrêmement stimulant. Ça a peut-être l'air un peu philosophique de dire ça comme ça, un peu moraliste, mais c'est quand même vrai. C'est je donne, je reçois, je donne, je reçois. Et les bons partenariats, ceux qui marchent en tout cas, à mon avis, sont ceux qui reposent là-dessus. Si, au fond, il y a un espèce de cynisme un peu de départ dans la facette des partenaires, ça ne tiendra pas longtemps. Ça ne tiendra pas longtemps. Il y a de la confiance, ça a été dit. Le mot confiance est absolument essentiel. Il n'y a pas de partenariat durable. On est dans un salon du développement durable sans confiance. Et la confiance, c'est ça, c'est la réciprocité. C'est ensemble, on va y gagner, chacun va y gagner.
Alors, juste, moi, je souhaiterais faire une petite attention quand même. Ne sous-estimons pas, et Jérôme disait, finalement, tout est dit, il faut le faire, ne sous-estimons pas la difficulté de passer à l'acte. Lors des premières études de l'Observatoire des partenariats en 2008, lorsque la directrice scientifique des études, Anne Robin, qui est dans la salle et que je salue, a commencé à essayer de regarder quels étaient les facteurs discriminants, en fait, au départ, c'était difficile de comprendre. C'était pas une question de taille des organisations, c'était pas une question de territoire, c'était pas une question de typologie. Est-ce que c'est une association, est-ce que c'est une entreprise? Et il a fallu un certain temps pour comprendre que la ligne de fracture, elle était entre ceux qui avaient déjà fait et ceux qui n'avaient jamais essayé. Et que, quelque part, pour ceux qui avaient déjà fait, eh ben, finalement, c'était relativement simple, parce que justement, ils avaient pu expérimenter, finalement, ce qu'apportait ce partenariat. Jamais un long fleuve tranquille, mais toujours enrichissant. Et ceux qui n'avaient pas fait, finalement, avaient une vraie difficulté pour entrer dans cette logique. Et j'insiste sur ce sujet-là, parce que ce qu'on a vu au niveau des organisations dans le cadre de l'Observatoire des partenariats, au moment où on a eu la chance de copiloter le groupe de travail interministériel sur l'engagement des actifs, on a retrouvé la même chose. C'est-à-dire qu'entre les personnes qui s'engagent et celles qui ne s'engagent pas, celles qui s'engagent trouvent que finalement, c'est pas si compliqué que ça, et celles qui ne s'engagent pas, en fait, y voient énormément de freins. Et la meilleure façon de pouvoir lutter contre ça, c'est le témoignage des pairs. Et donc, il est absolument indispensable, et c'est pour ça que je remercie tous ceux qui ont pu témoigner autour de cette table, parce que finalement, il n'y a que ça qui peut lever le frein. Donc, ne sous-estimons pas la difficulté du passage à l'acte. Alors, dernière question, finalement, quel est le taux des maires qui, finalement... Alors, 16%, 9%, 39% à 56% et 51% à 76%. Je remercie sincèrement les 51% qui ont écouté mon introduction, puisque j'avais donné ce chiffre-là, mais c'était forcément, bien évidemment, une petite boutade pour pouvoir conclure en vous remerciant d'avoir contribué et puis en vous donnant un élément d'espoir. On parlait tout à l'heure, finalement, de cette dynamique qui était engagée. On voit bien qu'effectivement, aujourd'hui, cette dynamique, cette volonté de trouver et de construire ensemble est devenue un véritable enjeu. Et un enjeu qui est partagé par 69% des Français, 81% des dirigeants d'entreprise, 86% des responsables associatifs, 87% des maires en France considèrent qu'il est absolument indispensable aujourd'hui de co-construire. Nous ne sommes pas seuls, profitons-en et témoignons. Merci.